Et puis à Québec, on a inauguré ce soir le tout nouveau musée de la civilisation, le 4e en superficie au pays. Il a coûté 39 millions. Un musée qui se veut différent et qui s'applique à nous faire comprendre les changements de société. L'inauguration d'un équipement aussi essentiel que le musée de la civilisation est un événement fort important. L'histoire du musée de la civilisation est relativement simple d'une certaine façon. À la création du musée, il faut savoir que comme musée d'État, il n'y a que des musées d'art. Il n'y a pas de musées qui sont associés à l'histoire ou de musées qui sont associés en fait à la représentation de la société. Le musée va être créé avec la loi sur les musées nationaux qui va lui donner 3 mandats, soit la diffusion en fait de ce qu'on est, la conservation en fait de ce qui témoigne de ce qu'on est et bien sûr de faire rayonner en fait au Québec comme à l'étranger en fait ce qui se passe ici, quelle est la société d'ici. La force du Musée de la civilisation, c'est que c'est un musée thématique et l'innovation qui vient avec la mise en forme des thèmes. Et c'est sa marque, en fait, depuis le début. Depuis ses premiers jours, le Musée de la civilisation a placé l'exposition thématique, en fait, aux premières loges. Alors, le Musée de la civilisation, c'est un musée de société. Ce qui caractérise notre musée, c'est qu'on place l'être humain au centre de nos préoccupations, de nos actions, de nos thématiques. Et c'est ça qui fait la différence. Par exemple, un musée d'art va placer d'abord l'œuvre d'art, l'objet, au centre de ses activités. Nous, on place l'être humain, une thématique, et on illustre nos propos grâce à des œuvres d'art et à des objets. Et c'est ça qui fait toute la différence de l'approche. L'exposition permanente qui était présentée auparavant, le Temps des Québécois, avait accompli sa mission. On était rendu ailleurs. Donc, il y avait un besoin important de se repositionner, d'être davantage inclusif, de travailler avec différentes communautés et puis d'offrir différentes perspectives aux visiteurs. À un moment donné, on sent qu'une exposition devient un peu désuète. Donc, je pense qu'il fallait vraiment revisiter aussi nos façons de faire. À cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est, comme vous avez fait la semaine dernière, on va se séparer en équipe. Une chargée de projet d'exposition, en fait, c'est une personne qui voit toutes les étapes d'une exposition. Je le vois un peu comme un rôle, là, je vais le dire entre guillemets, de chef d'orchestre. Bientôt, on va commencer la scénarisation. Fait que là, on était beaucoup dans des concepts puis des idées, mais là, ça, là, c'est la partie où, tu sais, tu prends ce que tu avais imaginé, mais tu le mets sur un papier, la scénarisation, tu sais. C'est comme un scénario de film, c'est de dire pas à pas, dans une salle, qu'est-ce que le visiteur va voir. T'sais, mettons, à gauche, il va voir tel objet. À droite, il va se tourner, il va avoir cette vidéo-là pour parler. Puis là, l'ambiance sonore, ça va être ça. Puis le décor va être de telle façon. Fait que là, on va tout mettre ça sur papier. Fait que c'est super créatif, puis c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'en même temps, ça va vite. 4500 naissances, ça n'ouvre pas c'est qu'on a comme ça, tu sais, hollandais, italien, polonais, portugais. De renouveler l'exposition sur le Québec, c'est vraiment super stimulant. Là. Moi, j'étais très contente d'avoir cette affectation-là. Le défi, c'est de faire les choses autrement. Le peuplement dans les... un peu. La structure qui permet le peuplement, un peu. Ouais. L'organisation. Et l'organisation, c'est ça de... En fait, présentement, là où on en est, on a dégagé la structure thématique. On sait de quel sujet on veut parler. On sait que la rencontre, c'est central. Ce qui est le dénominateur commun, vraiment, c'est le territoire. Qu'est-ce qui nous unit? C'est vraiment le territoire. Le territoire a appartenu aux Autochtones et appartient encore aux Autochtones. On est arrivé sur leur territoire. Sur ce territoire-là, comment les humains se sont comportés, se sont rencontrés pour faire en sorte que la société évolue. C'est quoi les rencontres déterminantes? Dans l'exposition, avec notre idée de rencontre,
Notre designer, Elisabeth, a imaginé que le lieu de la rencontre, c'était un grand parc public. C'était une image qui me venait en tête parce que cette salle-là est à l'étage au musée, avec une lumière naturelle qui était là au début du musée puis qui s'est perdue au fur et à mesure des expositions parce qu'on a créé de plus en plus de boîtes noires pour les besoins de dramatiser, de projection. Puis dans l'idée de cette exposition permanente-là, je voudrais revenir à une architecture plus naturelle. Une exposition, c'est une communication, une histoire qui se développe dans un espace. Le visiteur en prend connaissance en faisant un parcours. C'est comme ça qu'il s'approprie une histoire. Donc, le design d'exposition, c'est la conception de cet espace-là. On est vraiment à l'étape design préliminaire qu'on pourrait appeler. On développe l'idée, le concept, puis on commence à positionner un petit peu les thématiques. Et puis, les différentes thématiques se développeraient sous des pavillons. Donc là, on est vraiment à développer cette idée-là de pavillon thématique. L'entrée de l'exposition se ferait ici avec un prologue. Ici, on aurait un premier pavillon sur le territoire et ses habitants. Ici, c'est le pavillon saison et mode de vie. Puis après ça, on déploie 4 plus petits pavillons thématiques. La ligne colorée qu'on voit ici, c'est un chemin que je voudrais que les gens parcourent à travers l'exposition, qu'on appelle souvent le chemin de chaise. C'est une des premières idées de conception, c'est que les gens suivent un sentier à travers ce parc et ce sentier est ponctué de chaises, qui serait un repère historique, probablement chronologique. Pour le moment, c'est l'idée qu'on propose. Mais tu sais, ça peut aussi juste être des chaises qui datent de la même époque. Oui, c'est ça. Oui, exact. 1970, 80, c'est... Oui, On va trouver la chaise par design. Non, mais une chaise ordinaire, tantôt, je pensais, mais ça pourrait être même des chaises dépareillées, ça monte, il y a quand même un discours derrière ça. Tout à fait. Là, en ce moment, on a beaucoup trop de contenu dans chacun des pavillons. Alors, il faut y aller avec l'entonnoir, dire qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et moi, je vais mettre des objets là-dessus. J'ai déjà fait une présélection très, très large. Puis, je vais y aller en raffinant. Puis, je vais identifier où est-ce que j'ai des lacunes. Puis, quel musée pourrait nous aider à remplir ces lacunes-là. Comme on est un musée de société, on n'est pas un musée de beaux-arts, on a une collection qui est sociétale. C'est-à-dire que la collection du Musée de la civilisation, c'est un reflet de la société. Dans tout ce qui l'anime, dans tout ce qui la dynamise, on essaie de couvrir le prisme du social dans tous ces secteurs. Donc, la collection reflète ça aussi. Cette collection-là du Musée de la civilisation est conservée dans un espace qui est à l'extérieur du musée. C'est le Centre national de conservation et d'études des collections. C'est un espace qui est spécialisé, techniquement spécialisé pour la conservation des objets. C'est autour de 225 000 objets là, dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui a été construit en 2004 pour justement loger nos collections. Alors, on essaie de rassembler les objets selon leur type de matériaux, selon leur dimension aussi, pour essayer de répondre le mieux possible à leurs besoins de conservation, donc pour les préserver pour les générations futures. Chacun de nos objets doit être enregistré à l'intérieur de la base de données. On rentre tout plein d'informations là-dedans, notamment la localisation. Et bon, c'est un élément sur lequel il faut vraiment faire attention parce qu'un objet à l'intérieur d'ici, ben, c'est un peu comme chercher une aiguille d'une botte de foin. 24, 147? OK. Mon rôle ici est principalement de cataloguer les objets qui sont acquis
ou gérés par le musée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cataloguer un objet? Bien, c'est principalement créer une fiche avec différentes informations comme la datation, les matériaux, une description physique, un commentaire particulier sur l'objet que le conservateur ou la conservatrice a pu faire. Aussi une photo documentaire qui peut être faite pour être mise en attendant si jamais la photographie professionnelle n'est pas encore requise. De mon côté au musée, moi, je travaille vraiment plus en coordination et je suis responsable de la reproduction des collections, de la numérisation des collections depuis plusieurs années. On numérise en fait nos collections, c'est-à-dire les collections papier 2D et aussi les collections 3D. Pour l'exposition permanente, on est rendu à peu près à 1300 objets, peut-être un peu plus de photographies. Évidemment, les collections du Musée de la Civilisation, mais aussi tous les emprunts, même les achats. Donc, tout ce qui est présenté dans l'exposition est photographié. C'est toujours intéressant de voir les nouveaux objets, puis ça peut être un peu excitant, effectivement. Mais je vous dirais, c'est encore plus excitant lorsqu'on les voit en exposition, parce que là, maintenant, le public a accès à l'objet qu'on a pu avoir entre les mains. Qu'est-ce qui va être présenté? Pour moi, c'est plus intéressant. De nombreux donateurs aux quatre coins du Québec contribuent par leur souci du patrimoine collectif à alimenter nos collections. Je salue la présence de la famille Lépine. Leur donation exceptionnelle constitue un ensemble significatif et relativement complet du patrimoine funéraire du Québec entre 1845 et 1975. Pièce particulièrement imposante, le corbillard d'apparat fait actuellement l'objet d'une restauration par le Centre de conservation du Québec. On le restaure, ce corbillard, avec pour objectif de le présenter dans la nouvelle exposition permanente sur le Québec. Donc, un grand merci à la famille Lépine pour ce geste de mémoire. La collection, c'est un peu le reflet de la société. Comme le dit si bien un de mes anciens collègues du Musée national des beaux-arts qui a pris sa retraite, collectionner, c'est choisir. Les objets ont une trajectoire de vie et c'est ce qu'on a appelé la biographie des objets. Et si le donateur est capable de nous raconter l'histoire de l'objet, il y a une valeur beaucoup plus importante. Quand on travaille avec des donateurs, on ne travaille pas juste par téléphone, envoyez-moi vos photos. Le mieux qu'on fait, c'est d'aller les rencontrer, d'aller voir les objets chez eux, de discuter avec eux, de faire en sorte qu'ils nous racontent cette histoire-là qu'on veut consigner. Dans mon travail de conservateur, en dehors des expositions, quand je travaille sur les collections, c'est ce que je préfère. D'avoir ce contact-là avec les êtres humains qui nous donnent ces objets-là. Je fais le plus beau métier du monde à cause de ça, à cause de ces rencontres. Des rencontres exceptionnelles avec des gens ordinaires, des rencontres exceptionnelles avec des gens extraordinaires. Et toutes ces rencontres-là, c'est vraiment des privilèges. On a un des premiers wagons de tramway de Québec, mais du 19e siècle, un tramway pas mobile, qui est en restauration au Centre de conservation du Québec. Le tramway a un peu sa propre légende ici à la réserve parce que ça faisait déjà quelques années qu'il était dans une roulotte, entreposé dans une roulotte à l'extérieur. Parce que c'est un objet volumineux à loger à l'intérieur. Il était surnommé le tramway nommé Désir. Il y a eu plusieurs vies. Il a d'abord été dans le transport public au 19e jusqu'aux années de 1865 aux années 1890 à peu près. Ensuite de ça, il y a eu une deuxième vie comme kiosque de jardin. On dit aussi kiosque de restauration rapide, cabane à hot dog, entre guillemets. Et cet usage-là a fait en sorte qu'on l'a maintenu, qu'on l'a réparé, qu'on l'a repeint à plusieurs reprises, qu'on a essayé de le maintenir. Le choix du musée, dès le départ, quand on m'a interpellé à ce sujet-là, c'était de conserver l'entièreté de son parcours et non pas d'effacer une partie de son parcours. En fait, comme restaurateur, pour moi, c'est nettoyage, stabilisation, c'est la base.
mettre en valeur certaines caractéristiques comme les inscriptions qui sont très importantes. L'objet conserve ses inscriptions d'origine. L'été passé, j'ai terminé la restauration des fenêtres. Là, on est encore à l'étape de consolider la structure. Donc, on va démonter partiellement. Là, il y a un mur affaissé parce que tous les montants de ce mur-là sont pourris à peu près à la même place. Il a fallu créer une structure temporaire qu'on voit, là, une structure en 2x4 à l'intérieur pour tenir tout ça très droit. Et on va commencer à démonter, en fait, pour ensuite consolider, venir mettre du bois sain, réattacher les montants ensemble. Donc, tout à l'heure, on va prendre des panneaux qu'on va finalement déclouer pour les déposer sur la table. Malgré son parcours un peu hétéroclite, conserve énormément de caractéristiques d'origine, ce qui est très intéressant à documenter et à mettre en valeur. On a un fauteuil roulant ici. Oh, wow, celui-là, il est beau. Il est magnifique. C'est facile à trouver, là. C'est-tu le forum qui a fait à Montréal qui a fermé en... Bien sûr, il y a des événements historiques. Bien sûr, il y a des moments qui sont dans les livres d'histoire et dans la chronologie de l'évolution de la société québécoise, mais on ne veut pas aller dans la chronologie. Sauf qu'on a un souci aussi de bien faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas le Québec c'est quoi aussi cette chronologie-là. Il faut donner des repères dans le temps. Quand on est allé faire un tour à la réserve, à un moment donné, on s'est promené dans les voûtes, comme ça, de façon tout à fait libre. Les gens regardaient les objets puis disaient « Hey, on pourrait faire telle affaire, telle affaire ». Ça allume des idées aussi de voir les objets. Et là, on était dans une réserve où tout un mur, ce ne sont que des chaises. Chaises, fauteuils, tabourets, bon. Et on s'est dit, on va faire une ligne de temps avec les chaises. Je pense que c'est ce qu'on avait à voir dans cette réserve-ci. On va monter au deuxième. En fait, l'idée, c'était vraiment d'utiliser la chaise dans son sens métaphorique, qui est, au fond, d'avoir une place, que chacun ait une place. Vous vous rappelez du plan? Je l'ai ici. Je vous en parlais souvent, mais vous ne l'aviez pas vu, ce que ça représentait en 3 dimensions. Donc, c'est vraiment l'idée du chemin de chaise dont on parle depuis le début, qui serait vraiment ces lattes de bois-là qui ferait le tour de le pavillon des saisons, puis qui irait vraiment en montant puis en descendant, comme vous pouvez le voir. Les collections du musée doivent illustrer l'histoire des populations qui ont vécu sur le territoire du Québec. La chaise, ben, tout le monde en a chez eux. Hein? Vous en avez probablement plus que vous êtes de monde dans votre foyer. C'est la même chose ici. On a beaucoup de chaises parce que on en retrouve de toutes les époques. Le fauteuil du père de la Confédération canadienne, Jean-Charles Chapet, qui va se retrouver dans la ligne. Bon, c'est un fauteuil plus protocolaire, qui a une importance historique, tandis qu'il y a d'autres chaises qui vont permettre de retracer, dans le fond, l'histoire de monsieur, madame, tout le monde. C'est une chaise qui aurait appartenu au général Wolfe. Puis là, il y a comme tout un métissage qu'on peut voir parce que le fond est en babiche. La chaise table, le modèle Vassili, la chaise tonnet. Dans un musée, les objets prennent beaucoup de place. Parce qu'on peut voir un objet dans une réserve, on voit une chose matérielle. Mais quand on la met en exposition avec les objets qui sont autour, avec toute la mise en valeur, la bonification, la magnification qu'on fait des objets, c'est sûr que là, on les voit autrement. L'idée première qui nous a fait sortir ces personnages-là. Puis avec Andrea, on avait eu cette idée de procession. Puis c'est là que j'avais sorti, puis j'avais proposé plein ces figurines-là. Puis bon, ça pouvait être très joyeux, là, tu sais, de voir qu'il y a une procession d'arrivants. Ils sont tous sélectionnés pour l'histoire qu'ils racontent. Oui, c'est une matérialité, mais il y a aussi toute une immatérialité qui vient avec.
Quels propos servent ces objets-là? Et aussi, à l'inverse, les objets vont stimuler les contenus aussi d'une certaine façon. Le corbillard d'apparat qui vient des Lépines, il est immense. Donc là, les techniciens, avec les gens des collections, ils vont voir comment on le passe pour le faire entrer dans la salle d'exposition. On ne le sait pas. Donc ça, c'est une étape qui s'en vient très prochainement. Je sais qu'ils vont faire un gabarit. Le corbillard, il n'est pas comme ça. Ça serait moins compliqué, je pense. Ça veut dire, on l'enlève. Après ça, on se croise les doigts pour savoir si ça va passer, mais je peux pas croire. En tout cas, je me dis, ça devrait. Puis ça, on voit ça aussi avec la designer, qui a imaginé un peu comment on pourrait le placer en salle, comment ça va tourner. Il y a beaucoup de monde impliqué pour ce gros objet-là. Là. Donc, il va passer, je suis sûre que oui. Opérations bien planifiées. Bravo, merci à tous. Ici, on se trouve sur le site archéologique Cartier-Roberval. C'est le lieu d'implantation de la première colonie française en Amérique. On a réussi, j'espère, à intégrer justement la vision et la perspective des récits de rencontres du point de vue autochtone. On s'est mis comme défi de ne jamais parler à la place d'eux. Avant, c'était les Cris, les Inuits, les Naskapis allaient à la chasse de façon flamboyante. Là, on voit se bâtir ce à quoi on a réfléchi depuis des années. Disons qu'on a un calendrier assez serré, on va dire ça comme ça. Mais on travaille fort pour arriver à livrer l'exposition aux dates voulues. Donc, on devrait y arriver.